Bonjour à toutes et à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir pour le webinaire Retrouver du sens et clarifier sa place, penser la mission du référent handicap en formation. Je suis Sébastien Rousseau, rédacteur et animateur pour le réseau des référents handicap formation au Greffe Bretagne. Du coup, c'est un atelier dans le sens où on a essayé de penser cette action pour vous permettre de réfléchir, de prendre un peu de recul par rapport à votre pratique du quotidien. Du coup, là, on va travailler sur, on va du coup réfléchir à vos pratiques et à vos représentations de l'exercice du référent handicap. On va réfléchir un peu sur ce qui explique les tensions qui peuvent apparaître dans votre exercice professionnel aujourd'hui. On va revisiter la mission à la lumière de la loi de 2005 et de ce qu'on appelle l'inclusion aujourd'hui. Comment cette mission, en fait, elle trouve sa place dans cette loi de 2005 qui est fondatrice, en fait, de l'existence des référents handicap. Et puis, on va commencer à explorer des leviers, en fait, pour renforcer votre pouvoir d'agir. Comment on peut retrouver des moyens d'action si on est inconfortable dans sa pratique professionnelle. Donc là, j'ai reporté un peu rapidement, en fait, ce que vous avez produit comme idée en classant les causes possibles de difficultés d'Alan selon trois dimensions que je vous propose, à savoir euh, des causes qui appartiennent à Alan et que vous avez ultra bien identifiées, avec beaucoup de diversité. Du coup, et avec un imaginaire qui est chouette, c'est-à-dire que vous avez été en mesure de mettre en évidence potentiellement que ça peut être lié à des difficultés cognitives, mais ça peut être aussi lié à des problématiques motrices, psychiques, à des problématiques sensorielles. Ça peut être lié aussi à des difficultés en lien avec un défaut de motivation. Certaines, vous disiez aussi en lien avec un contexte social et personnel qui va pénaliser l'engagement dans les apprentissages. Donc là, on serait sur la dimension qui appartient à Alan. Et puis, il peut y avoir des causes aussi qui sont en lien avec la manière dont le formateur propose la situation d'apprentissage. Donc ça pourrait être, et vous l'avez noté, hein, du coup, une approche pédagogique en fait qui collerait pas aux besoins de l'apprenant, un document qui serait inadapté, 7 pages, ou des consignes qui seraient données à l'oral. On pourrait approfondir cette dimension-là. On pourrait aussi avoir un formateur qui a des soucis personnels et qui du coup est plus dans son job parce qu'il est soucieux sur le plan personnel et du coup il a moins d'attention à porter aux apprenants. Et du coup il va être moins dans l'adaptation de quoi mes apprenants ont besoin. On pourrait avoir aussi l'histoire du formateur. Comment le formateur arrive à devenir formateur en menuiserie. On pourrait apprendre par exemple que bah, le formateur, le 30 août, il était menuisier et le 4 septembre, il est formateur en menuiserie. Avec tout ce que ça peut engendrer comme difficulté de passer d'une posture de professionnel de terrain qui sait faire son job de professionnel à formateur qui se retrouve devant une bande de 15 apprenants sans forcément avoir un bagage pédagogique ultra performant et qui fait que ben, ce qu'il propose en fait peut ne pas être adapté aux apprenants. Et puis il y a une troisième dimension que vous avez peu fait apparaître dans vos propositions, qui sont le contexte et le dispositif de formation qui est proposé. Le rythme, la temporalité, les moyens mis à disposition, les supports pédagogiques, l'animation pédagogique, le tutorat qu'on peut proposer à une équipe pédagogique et qui va faire partie possiblement de ce de ce qui peut avoir une influence sur les apprentissages.
Alors, je vais vous proposer une autre manière de le présenter. Ce que met en évidence la situation d'Alan, c'est que les apprentissages et la réussite des apprentissages, ça repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la dimension qui est propre, les dimensions qui sont propres à l'apprenant. Ses motivations, enjeux personnels, les compétences, les connaissances préalables, ses capacités cognitives, sensorielles, motrices, son sentiment d'efficacité personnelle, comment il se sent capable de procéder aux apprentissages qu'on va lui demander, et puis toute la situation personnelle, le contexte socio-économique, le soutien parental, de l'entourage, la santé, etc. Le deuxième pilier, ça va être la dimension qui appartient au formateur. Et on va retrouver un peu les mêmes dimensions. La motivation, les enjeux personnels du formateur, ses capacités cognitives, motrices, sensorielles, son sentiment d'efficacité personnelle dans l'exercice de son métier, sa posture d'ouverture vis-à-vis des apprenants avec la grande diversité des apprenants qu'on peut avoir, les compétences pédagogiques dont il dispose, des repères en ingénierie, en technique pédagogique, en diversification pédagogique, la maîtrise du contenu et l'agilité pédagogique. Et puis sa situation personnelle, hein. On disait, si je me suis pris le choule ce matin avec mon ado et qu'il me soucie vraiment, bah, peut-être je suis moins dispo, surtout si j'ai en face de moi un ado qui me rappelle mon propre ado. Hein, la situation socio-économique, la santé, l'état de santé du formateur, tout ça, ça va avoir des effets sur la manière dont le formateur présente les apprentissages à Alan. Et puis il y a une troisième dimension qui est aussi importante que les deux premières, qui sont les dimensions qui appartiennent au contexte et au dispositif de formation. La clarté des objectifs et du parcours qu'on propose. Comment l'organisme de formation est clair avec ses intentions et avec la construction du parcours qu'il propose à ses apprenants, ses usagers. L'organisation du temps, de l'espace, qui soit adapté aux objectifs. Si je veux apprendre à faire une béchamel mais que j'ai pas accès à la cuisine, l'apprentissage d'une béchamel par des apports théoriques, peut-être que c'est pas le plus performant. Et ça dépend en fait du dispositif pédagogique ou du dispositif de formation qu'on met à la disposition. La qualité des ressources pédagogiques. Est-ce que j'ai des moyens matériels, techniques pour diversifier mes activités pédagogiques? Le climat du collectif pédagogique, la cohésion, l'entraide, la dynamique qu'il peut y avoir dans l'équipe pédagogique. Les moyens techniques et matériels, les équipements, l'accessibilité, et puis le soutien institutionnel en termes d'ingénierie, tutorat, de formation du collectif pédagogique. À ça, on pourrait rajouter aussi un contexte beaucoup plus général qui serait l'état de la société, l'état de l'environnement socio-économique de la formation. Et pour ceux qui bossent dans des organismes de type CFA, vous voyez en fait ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'évolution des conditions de l'apprentissage qui est passé en fait d'une période où il y avait beaucoup d'alternants avec beaucoup de soutien à l'alternance qui a pu dégager des moyens pour les centres de formation et aujourd'hui où du coup il y a une diminution des moyens qui va avoir une influence sur la manière dont on va organiser l'environnement pédagogique. Et du coup, en fait, la faisabilité optimale d'un apprentissage, c'est pas dépendant uniquement d'Alan. La capacité d'Alan à faire face à la situation d'apprentissage, elle est à la fois dépendante de ce qui relève de lui-même, mais aussi de ce qui relève du formateur qui l'accueille, qui l'accompagne, ou de l'équipe de formateurs, et puis de des dimensions en lien avec le dispositif de formation qui est mis à sa disposition. Et du coup, on en arrive à se dire que la faisabilité d'un apprentissage, ça ne se réduit pas aux capacités de l'apprenant. Et quand on est référent handicap, en fait, il y a toutes ces dimensions à avoir en tête parce il y a pas que Alan qui porte la réussite de son activité en formation ou la réussite de son parcours de formation. Donc là, j'ai vaguement parlé du référent handicap. Je ne vais pas beaucoup plus loin à l'heure qu'il est. Et il compte pas pour du beurre, parce qu'avec le beurre, tout est meilleur. Donc on pourrait se dire que le référent handicap, il rend meilleur tout autour de ça.
Je vais juste, du coup, faire une synthèse de tout ça en disant que la faisabilité d'un apprentissage, ça repose pas uniquement sur les capacités ou la situation de l'apprenant. On peut chercher à régler les problèmes d'Alan, quels qu'ils soient, mais ça va pas suffire parce que tout ne vient pas de lui. On peut aussi agir sur d'autres dimensions qui vont favoriser l'apprentissage. Ça peut être les interventions du formateur, des enseignants, de l'équipe pédagogique globalement. Et ça peut être sur le contexte et le dispositif de formation. Et quand on accompagne des apprenants divers, c'est-à-dire des apprenants qui présentent des particularités de fonctionnement, des troubles moteurs, des troubles sensoriels, des troubles cognitifs, euh, eh ben, la qualité du dispositif pédagogique et des stratégies pédagogiques vont, en fonction de la qualité je refais ma phrase, elle n'est pas claire. Que en agissant sur le dispositif pédagogique et sur les stratégies pédagogiques, on peut déjà largement limiter les effets en fait des particularités de fonctionnement. Et c'est ce qu'on va aborder quand on va aborder l'accessibilité pédagogique. Déjà sur ces leviers-là, ben, on peut aider Alan à avancer en fait dans son parcours de formation. Je me permets d'intervenir, Vas-y. Marine, Ouais. parce que en fait, je vois que ça fait écho aussi à ce que nous dit Rosen dans le chat, en disant cela interroge sur l'importance d'intervenir aussi auprès des équipes sur la prise en compte des modalités pédagogiques encore difficiles. Ouais, et je suis d'accord, hein, Rosen, hein, c'est ce qui fait tension en fait dans l'activité de référent handicap. C'est-à-dire que si on s'intéresse à Alan et qu'on règle une partie de ce qui appartient à Alan, bah, en fait on règle pas tout. Et qu'il y a aussi la dimension équipe, modalité pédagogique, et que ça, c'est quelque chose qui est important et qui est peut-être encore sous-investi. La pédagogie, c'est vraiment le truc central pour accueillir la diversité en fait des apprenants. Et ça crée de la tension quand on est référent handicap. Merci hein, pour ça. Et du coup, c'est une petite transition parfaite pour pouvoir comprendre pourquoi en fait ça reste difficile ça. Pourquoi c'est encore compliqué d'aborder ça avec les équipes pédagogiques. Et du coup, là, je vais faire mon petit apport sur l'idée d'inclusion. Comment on en est arrivé là? Bah, ça vient en fait de cette idée d'inclusion. Ce qui crée de la tension dans l'exercice de la mission de référent handicap aujourd'hui, c'est cette pression à l'inclusion. Alors du coup, je vais refaire un petit historique en fait pour piger là où on en est. L'inclusion, en fait, qui est un mot qui est très à la mode, mais on ne mesure pas forcément la portée. C'est une démarche qui est le résultat de la mise en œuvre de la loi de 2005. La loi de 2005, son esprit, c'est l'idée de concevoir une société qui soit accessible à 100% des citoyens qui constituent la société. Et du coup, il y a deux, trois petites idées derrière ça. La première idée, c'est que si on fait de l'inclusion, on s'appuie sur le principe que c'est le droit commun par défaut. Donc, on va chercher à éviter les mises à part ou les dispositifs spécifiques qui feraient qu'on trierait une partie des citoyens et qu'on mettrait dans un autre environnement s'ils n'arrivent pas à accéder à ce droit commun. Donc, l'esprit de la loi de 2005, c'est le droit commun par défaut. L'idée de base de l'inclusion, c'est que la norme, c'est la différence. En fait, on va chercher à déstandardiser l'accompagnement ou l'accueil des citoyens, en se disant que bah, dans les citoyens, on a plein de citoyens qui sont différents et qu'il va falloir adapter
les réponses qu'on va faire à chacun de ces citoyens-là. Alors si on fait un avant-après 2005, la société d'avant la loi de 2005, elle est conçue en fait pour en gros 80% de la population qui serait jugée dans la norme, la population qui serait majoritaire. Pour les 20% qui sont minoritaires, hors normes, et qui ne sont donc pas adaptés à cette société, on va proposer des services adaptés. Donc on va proposer des réponses pour permettre aux personnes de vivre, mais ce sont des réponses ou des services qui sont généralement à part. Par exemple, ben, si tu peux pas être à l'école de droit commun, l'école normale, en fait, ben, on va te mettre dans une école spécialisée. Euh, ben, si tu peux pas vivre dans un logement au milieu de tout le monde, on va te proposer un foyer pour vivre, mais à part. Hein, donc les foyers d'hébergement, par exemple, médicalisés. Et du coup, on va adapter les services, mais on va les proposer à part, dans un environnement à part, où on propose aux personnes qui font partie de la minorité d'être ensemble, à part, avec des services qui répondent aux besoins. Ou alors on va proposer des corrections du milieu ordinaire, mais qui peuvent être incomplètes ou stigmatisantes. Par exemple, moi j'ai un exemple pratique où à un moment donné, on a développé des claviers spécialisés pour les personnes hémiplégiques. Et c'était des gros claviers gris, moche en demi-cercle, voilà, qu'on proposait, l'invention était très intéressante. Et en fait, moi, dans le démarrage de ma carrière, en fait, j'ai proposé ces claviers-là. Avec des financements de la GFIP pour la mise en œuvre de ces claviers-là. Et c'était des claviers qui étaient terriblement chers. Et en fait, à chaque fois que je faisais des accompagnements en entreprise a posteriori de la prescription de ces claviers-là, on s'apercevait que les claviers étaient mis dans les tiroirs et qu'ils n'étaient surtout pas utilisés. Et les gens, quand on les interrogeait en leur disant, mais pourquoi vous n'utilisez pas ce clavier-là, puisqu'il est adapté et vous avez appris à l'utiliser, la personne, elle disait, mais j'ai l'air de quoi avec ce clavier? J'ai pas l'air normal. Et donc, du coup, il témoignait de cette stigmatisation. Hein, donc, on faisait des corrections du milieu ordinaire, mais qui étaient vécues comme incomplètes ou stigmatisantes. Si on met en œuvre l'idée de cette inclusion, donc ce vers quoi on va chercher à aller aujourd'hui, on va chercher à construire une société qui cherche l'accessibilité universelle. C'est-à-dire qu'on cherche à concevoir une société qui est accessible à tout le monde et qui est ouverte aux hors normes. Et si besoin, on va proposer des compensations individuelles dans le droit commun. Mais par défaut, on va construire une société qui colle à tout le monde. Hein, donc c'est toutes les lois de l'accessibilité, enfin tous les effets de cette loi de 2005 sur l'accessibilité. On va pas mettre des toilettes à part, on va pas euh, demander à quelqu'un de faire mes courses à ma place. Si je suis déficient visuel et je veux m'acheter une boîte de Bastogne, eh ben, il faut que sur la boîte de Bastogne, ce soit écrit dessus de façon à ce que ce soit accessible ou que j'ai un outil pour que je puisse acheter cette boîte de Bastogne sans être dépendant d'un tiers et sans choisir mes gâteaux secs au hasard. Alors maintenant, je fais un lien avec ce qui se passe en formation. L'inclusion, si on applique cette loi avec le milieu de la formation. Le principe, c'est de dire la formation dans le droit commun par défaut. C'est-à-dire que je veux faire un CAP de menuiserie et j'ai des particularités de fonctionnement. Et ben, au lieu d'aller dans un CFA ou un établissement spécialisé, je fais le choix d'aller dans un établissement du droit commun. Et la loi dit c'est un droit pour tous de pouvoir suivre une formation dans le droit commun. Et ça veut dire que dans les organismes de formation, la norme, ça devient la différence. Je vais avoir plein d'apprenants différents avec des modes de fonctionnement différents. Avant cette loi, on disait, si tu peux pas t'adapter à l'environnement de la formation, t'as pas de bras, bah t'as pas de chocolat. Hein, donc s'il y a pas,
si tu n'es pas en mesure de faire face à un environnement qui n'est pas forcément accessible physiquement, sensoriellement, matériellement, au niveau pédagogique, au niveau relationnel, eh ben, on va t'orienter vers le milieu spécialisé. Et tu vas faire ton parcours dans une CLIS, un IME, un UEM, un IM Pro, un CFA spécialisé, où quand il n'y a rien, ce qui a souvent été le cas en fait, eh ben, tu n'allais pas te former. Et on avait effectivement une surreprésentation de publics dits en situation de handicap, non formés ou qui ne pouvaient pas accéder à la formation. La loi de 2005 a dit on va chercher en fait à permettre l'intégration au milieu ordinaire de formation en, en faisant pression sur les organismes de formation pour qu'ils mettent en place des démarches d'accessibilité. Alors la plus simple, c'est l'accessibilité physique. Et puis derrière, ben, quand on progresse, on va vers l'accessibilité sensorielle, matérielle, temporelle, pédagogique, relationnelle. Et si on peut pas, si l'accessibilité universelle ne suffit pas, on mettra en place des stratégies de compensation individuelle. Comment elle s'applique cette pression et comment vous pouvez la sentir sur vos terrains? Parce qu'elle n'est pas directe, elle est subtile, enfin plus ou moins subtile. Le premier truc qui s'applique sur les organismes de formation, c'est qu'il y a des apprenants de plus en plus différents en formation. Cette liberté de choix et la possibilité d'accéder au droit commun, ben, les personnes s'en emparent. Parce que être à part, c'est pas le choix des citoyens. Hein, quand on interroge les gens qui sont dans des structures spécialisées, ils disent, mais moi, je voudrais être dans le droit commun. Si je suis dans le milieu spécialisé, c'est parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais si j'ai le choix, je vais dans le droit commun. Et du coup, la formation s'ouvre euh, du fait de la pression de cette loi-là à eux, et du coup, ben, on a une grande diversité d'apprenants. Et du coup, ça va avoir un effet sur le groupe classe, et du coup, sur les formateurs qui disent, mais en fait, les apprenants, ils sont tous différents, et il y a une grosse hétérogénéité, y compris dans leur modalité d'apprentissage. Et moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Hein, et donc ça crée pression, et ça crée pression sur le référent handicap. Et puis, il y a un truc discret qui s'appelle Calliope, avec des indicateurs transversaux sur l'accueil et l'accompagnement des apprenants, où il faut produire des preuves comme quoi vous prenez en compte la diversité de vos apprenants. Il y a aussi les messages clés de la GFIP qui évoluent et qui tendent vers l'accessibilité. Hein. De plus en plus, la GFIP dit qu'il faut développer cette accessibilité universelle de façon à ce que ben, tout le monde puisse intégrer les organismes de formation, mais pas que les organismes de formation. Et puis, il y a des fléchages de budget qui changent et qui favorisent le développement de l'accessibilité. Hein, on va avoir une évolution de la norme du point de vue des standards d'accessibilité. Avant, la GFIP finançait une chaise spécifique. Ben maintenant, les chaises, ben, si dans le droit commun, on a besoin enfin, les chaises, par exemple, de bureau, le droit commun, il dit il faut une chaise avec une bonne assise, un dossier qui est réglable, et ça, c'est la norme. Donc, on va arrêter de financer des chaises qui sont des chaises qui, du point de vue du standard d'accessibilité, sont normales. Les souris verticales, les claviers adaptés, etc., ben, c'est devenu la norme. Donc, on va moins les financer. Avoir deux écrans, c'est la norme. Donc, on va moins les financer parce que ça fait partie des standards de confort. Et donc ça, ben ça change un peu la donne. Ça veut dire que un organisme de formation, par exemple, une salle de formation, ça doit permettre une diversité d'installation de ses apprenants. S'il y a que des chaises quatre pieds en bois et des tables standards, eh ben, ça colle pas à la diversité des apprenants. Le grand apprenant qui fait 2,05 m, eh ben, une chaise standard, ça lui va pas. Bah, du coup, il faut mettre de la diversité. Des tables réglables en hauteur, des manches debout dans le fond, des trucs où on peut gigoter. Voilà, bah, ça fait partie des normes d'installation d'une salle de cours. Je reformule. Euh, L'inclusion, du coup, c'est
créer une société accessible à 100% de ses citoyens, le droit commun par défaut, la norme, c'est la différence, et donc du coup, on va viser l'accessibilité universelle. Alors le truc, c'est que c'est pas si simple. Et du coup, voilà, là, vous réagissez en disant, bah, c'est bien gentil de le dire, hein. Euh, le premier truc à avoir en tête, c'est que c'est un choix de société, ça. En 2005, on fait ce choix de société, de dire, on veut concevoir une société accessible à tout le monde. Euh, un choix de société, ça peut changer. Alors, je fais juste une aparté sur des éléments de contexte. Aujourd'hui, euh, ça peut être remis en question. On pourrait repartir en arrière. Si on voit, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe ailleurs, je vais donner l'exemple de ce qui se passe en Allemagne avec le programme de l'AFD qui est en train de revenir en arrière sur l'inclusion des élèves en situation de handicap et de dire, dans notre programme à venir, les élèves en situation de handicap n'auront plus leur place à l'école. On va les mettre ailleurs. Et du coup, on peut avoir des choix de société qui changent. Hein, donc on a fait en 2005 un choix de société de dire, il faut que tout le monde ait sa place au milieu de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui gratte? Parce que c'est pas si simple que ça. Le premier truc, c'est qu'on construit en marchant. Et cette inclusion, elle est arrivée dans une société qui n'était pas complètement prête à ça. L'idée était peut-être mûre, dans la pratique, c'était pas prêt. Et du coup, le train avance alors que les rails ne sont pas posés. Et donc, du coup, ben, ça peut être compliqué. L'inclusion, ça déconstruit des normes qu'on n'a parfois jamais réinterrogées. La place de l'écrit pour apprendre, par exemple, ou la place de l'écrit pour évaluer un apprentissage. Est-ce que ça doit rester central? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire? La place de la pédagogie, qu'on a un peu mis de côté. Ça interroge aussi tous les niveaux d'intervention. C'est très systémique cette histoire-là, et parfois, eh ben, il y a des attendus dans l'environnement dans lequel on vit qui sont contradictoires, ou des enjeux qui se retrouvent en opposition. Par exemple, de l'inclusion, c'est contradictoire par rapport à une compétition individuelle pour les places. On ne peut pas faire de l'inclusion si on est en compétition les uns avec les autres. La compétition, ça exclut. Or, on est dans une société un peu de la compétition. Si, il y a du concours, si on doit se battre pour l'emploi, pour les places pour l'emploi, s'il y a des classements qui sont faits, et ben en fait, ça pénalise l'inclusion ou ça met des injonctions paradoxales. Le choix des critères de réussite, c'est quoi un bon parcours de formation? Si c'est l'obtention du diplôme, eh ben on va avoir un souci. Parce que l'obtention du diplôme, c'est de la sélection. Et l'inclusion, c'est plutôt qu'est-ce qui est un bon parcours de formation et qui peut rendre faisable ce parcours de formation. C'est aussi l'acquisition des compétences, c'est pas forcément le diplôme. Et si ces critères-là eh ben, sont mis en opposition, bah ça fonctionne pas. Donc là, si on reprenait les propositions que vous avez faites par rapport à Alan qui a des troubles d'acquisition du langage écrit, on voit qu'on a dans les réponses que vous proposez des éléments de réponse en lien avec Alan, un support documentaire qui serait spécifique, la forme d'écriture, le picto, le séquentiel, un travail avec un binôme, hein, on le met avec un compère, la mise en place d'un soutien spécifique, lecteur, scripteur. Donc là, on est très attaché à la situation d'Alan. Et puis, on pourrait avoir des choses qui atteignent les autres niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir l'intervention centrée sur la pédagogie et qui serait du coup plus transversale. Par exemple, si on propose d'emblée un support documentaire qui serait conçu pour répondre à la grande diversité des apprenants, où on rappellerait les objectifs et les 5 messages essentiels qu'on pourrait présenter en FALC, par exemple, selon les niveaux de formation auxquels on fait référence. Une présentation qui serait structurée du document avec une séparation entre les consignes et les apports, des consignes qui seraient séquencées avec des photos, avec des étapes. On pourrait y associer un QR code qui renvoie sur l'oralisation des consignes auxquelles on pourrait accéder avec un téléphone ou un QR code qui renvoie à un tuto filmé. Et donc, dans la conception de ce document-là, en fait, on aurait un abord
qui permet de faire face à la diversité des apprenants. On pourrait construire une séquence qui serait organisée autour d'une démonstration filmée et enregistrée, avec une caméra de plafond, le support documentaire. On pourrait rajouter un jeu de cartes où il faudrait remettre dans l'ordre le séquentiel. On pourrait proposer une checklist de vérification avant, pendant, après, avec l'explicitation des critères de réussite. Et on s'aperçoit que par rapport à ce que vous avez proposé pour les trois situations d'Alan, ça, ça répond en fait aux trois bons hommes qui vont s'y retrouver sans avoir à refaire à chaque fois pour chacun des bons hommes. On peut aussi mettre en place des outils de gestion de groupe, Classroom Screen, par exemple par rapport au bruit, où ben, quand ça dépasse, il y a une lumière rouge qui s'allume. Euh, et puis le dernier niveau, en fait, que vous avez peu abordé dans vos réponses, mais parce qu'on est sur le niveau au-dessus de conception de l'environnement pédagogique, ben, ce serait de penser une planification qui serait plutôt centrée sur les besoins pédagogiques des apprenants, avoir accès à des outils pédagogiques qui favorisent la diversification, donc avoir du matériel et de l'aide à la conception qui permettent de faire, de voir, de dire, de manipuler, de lire, d'écrire, de résoudre, d'observer, hein, du matériel qui permettent de faciliter la production de jeux, d'activités impliquantes, pouvoir s'appuyer sur l'IA générative pour pouvoir produire des supports rapidement, des générateurs de QR code pour faire des liens audio facilement, les visualiseurs pour faire les démonstrations et le partage, le soutien technique des équipes à la production et à la mutualisation des supports. Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, j'invente rien par rapport à ce dont vous témoignez, l'importance en fait de soutenir les équipes et de faire un boulot de mutualisation pour pas perdre du temps à, à refaire 50 fois des trucs que chacun fait dans son coin. La valorisation des démarches de déstandardisation, hein, pouvoir donner l'opportunité aux formateurs de valoriser les manières différentes qu'ils font, qu'ils utilisent pour pouvoir faire. Et puis du soutien à l'analyse des référentiels et au ciblage des objectifs pour pas chercher à faire plus que ce que nous demande le référentiel. Donc là, j'ai fait ce tableau-là pour Alan avec des troubles d'acquisition du langage écrit. Et en fait, on peut faire le même avec le déficit d'attention. On va retrouver l'intervention centrée sur Alan, le support documentaire, le code de recentration, des indications de temps, un casque anti-bruit, des micropauses cognitives, la mise en place d'un soutien spécifique. Mais on a euh, des réponses déjà quand on a une pédagogie qui permet la différenciation, enfin la diversification pédagogique, la conception de supports qui d'emblée prennent en compte la grande diversité des apprenants et les besoins divers des apprenants. Et quand on a un dispositif de formation qui donne accès en fait à des outils de diversification en fait. Et puis je ferai la même chose avec le spectre de l'autisme où on va retrouver des interventions centrées sur Alan, mais qu'on peut évacuer si on a une intervention centrée sur la pédagogie, et puis une intervention centrée sur le dispositif de formation. Alors là, je l'ai fait rapidement, vous l'aurez dans le support, ce petit doc. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est la différence entre l'accessibilité pédagogique et la compensation individuelle. Euh, En fait, dans ce qu'on a évoqué avec Alan, on a trois clés d'entrée. On a une première clé d'entrée qui serait la compensation individuelle. On se centre sur Alan et on va développer des réponses qui sont spécifiques à Alan. Un logiciel spécifique, une chaise spécifique, un outil qui serait conçu sur mesure, un aménagement d'examen, un mode opératoire, construit spécifiquement pour Alan. Euh, mais les premiers outils qu'on a à notre main et qui vont être facilitants, c'est tout ce qui tourne autour de l'accessibilité pédagogique et qui sont du coup les deux clés d'entrée complémentaires, à savoir développer une pédagogie qui met en œuvre des activités, des supports, des exercices, des évaluations qui permettent à chacun de mener les apprentissages visés.
Et quand on met à disposition cette pédagogie, ben, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins besoin de compensation individuelle, et donc on est moins stigmatisant et on est moins épuisant en termes de recherche. C'est-à-dire que si dans la classe il y a des casques anti-bruit, si le support de cours il est déjà préconçu pour donner de la diversité, ben, il n'y a pas besoin de refabriquer derrière spécifiquement pour un Alan dyslexique ou un Alan TSA ou un Alan qui a un TDAH. En fait, on aura déjà des clés de réponse là-dessus et du coup, on affinera s'il y a vraiment des besoins auxquels on n'arrive pas à répondre, on affinera avec la compensation individuelle. Et du coup, ça remet aussi en évidence la place de la conception du dispositif de formation. C'est de l'entonnoir, en fait, ce travail-là. C'est commencer par le global. C'est quoi le dispositif pédagogique? C'est quoi ensuite la pédagogie? Et ensuite la compensation individuelle, s'il reste des petites situations qui sont pénalisantes. Et l'un des gros enjeux aujourd'hui, c'est de passer de la compensation individuelle qui est, qui prend beaucoup de temps, qui phagocyte beaucoup le temps des référents handicap, qui ont l'impression de refaire beaucoup de choses pour chaque apprenant qui est identifié en situation de handicap, alors qu'on pourrait économiser en fait une partie de ce temps-là si on avait une accessibilité pédagogique qui était présente. Alors, ça enlève pas hein, le fait que c'est un gros boulot à faire, et vous l'évoquiez hein, dans le chat, vous avez évoqué euh, ces éléments-là, en fait. Hein. On a vu qu'il y avait deux approches possibles. On a l'approche par compensation individuelle, où on va s'intéresser uniquement à Alan. Et puis, on a l'approche par l'accessibilité pédagogique. Et aujourd'hui, un des gros enjeux, effectivement, ça va être cette accessibilité pédagogique parce qu'on voit bien que la compensation individuelle, elle atteint ses limites. Notamment par rapport aux moyens et la manière dont le métier de référent handicap a pu se construire. Donc parlons-en du référent handicap. C'est quoi sa place? Donc je fais un petit récapitulatif sur le processus cognitif qu'on a utilisé. Deux manières d'envisager le rôle du référent handicap. La première manière, c'est de se dire que le référent handicap, c'est le référent de l'apprenant en situation de handicap. Et donc, on va se centrer en fait sur les dimensions propres à l'apprenant. Et puis, il y a une deuxième manière de concevoir le boulot du référent handicap, c'est de l'imaginer comme étant le référent de la mise en œuvre d'une politique d'inclusion. Et à ce moment-là, le référent handicap, il va jouer sur les trois dimensions. Il a un rôle à jouer au niveau des trois dimensions. Je rentre un tout petit poil dans les détails, et puis après, on fera un petit sondage. Si on se dit que le référent handicap est le référent de l'apprenant en situation de handicap, dans ce cadre-là, le référent handicap, il est pensé comme l'interlocuteur unique en charge de trouver et de mettre en œuvre des adaptations qui sont susceptibles de rendre faisable le parcours de l'apprenant en situation de handicap. Et là, dans ce cadre-là, ben, on oriente vers le référent handicap l'apprenant, on lui dit, ben, va voir le référent handicap, il va répondre à tes besoins. On attend du référent handicap qu'il diagnostique, mobilise, justifie, adapte, soutienne, oriente l'apprenant, administre avec le papier et prouve qu'il a fait du boulot et qu'il utilise bien les fonds. Et puis, on attend aussi du référent handicap qu'il témoigne de la politique handicap de l'établissement à partir, par exemple, d'un reporting chiffré et d'illustration de ce qu'il fait. Donc, il y a eu tant d'apprenants travailleurs handicapés, on a fait tant d'interventions, voilà les types d'aménagements qu'on a fait, hein, et de mettre du quantitatif et un peu de qualitatif. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut regarder du coup les avantages et les inconvénients de cette approche-là. Avantage de cette approche, alors c'est pas forcément exhaustif, mais voilà ce que, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas.
pareil dans les inconvénients. Avantage, c'est que on a une prise en charge qui repose sur une personne. C'est du tout en un, all inclusive. Et c'est intéressant parce que ça va vite, hein. Il n'y a qu'un interlocuteur et l'interlocuteur va chercher des solutions sur mesure. L'interlocuteur, il est identifié et accessible et il va développer des compétences de couteau suisse. Parce que vous avez vu tout ce qu'on lui demande, hein, au référent handicap. Il faut qu'il fasse du diag, il faut qu'il mobilise les bons outils, qu'il justifie pourquoi il fait comme ça, qu'il trouve les adaptations, qu'il soutienne l'apprenant, qu'il l'oriente vers les bons relais, qu'il fasse la paperasse et puis qu'il prouve, hein, voilà. Et puis dans cette approche-là, il y a un responsable en cas de problème. Quand on fait ça, on coche une partie des indicateurs Calliope. On a notre référent handicap, on est capable de dire qu'est-ce qu'il fait, voilà dans quel cadre, pof, 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 on tient compte des besoins. Et puis, il y a un suivi des financements sur coût contrat, hein. Donc, l'aspect financier est aussi piloté par un intervenant unique. Et puis, un dernier point, un dernier avantage, ce serait le développement du sentiment d'utilité chez le référent handicap qui est reconnu dans sa mission et dans ses compétences parce que effectivement, il est fléché en fait, hein. Et du coup, ben ça donne de la reconnaissance, ça nourrit aussi le référent handicap. C'est quoi les inconvénients? Dans les premiers inconvénients, on a un accompagnement qui est stigmatisant. Euh, je vais voir le référent handicap, il y a beaucoup d'apprenants, ils n'ont pas du tout envie d'être casés dans la case handicapé. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont pas, enfin, qui ne valorisent pas le RQTH, si tant est qu'on puisse la valoriser, parce que c'est un truc qui met à part. Et du coup, on va avoir un non-recours ou un inconfort au recours. Et il y a beaucoup de conseillers d'accompagnement qui disent oui, mais il en veut pas. Il en veut pas. Pourquoi il en veut pas? Parce que la catégorisation, c'est tout pourri. On va avoir aussi un accompagnement qui est centré sur la compensation individuelle. Et un des inconvénients, c'est que du coup, le système pédagogique ne progresse pas du point de vue de l'accessibilité pédagogique. Bah oui, on fait de la compensation individuelle, on fait des trucs un peu sur mesure, mais du coup, le système qui pourrait devenir accessible, il bouge pas en fait. Et puis le troisième inconvénient, c'est mission impossible. Avec l'augmentation du nombre d'apprenants en situation de handicap, en fait, le référent handicap, il ne peut pas faire face, et ceci d'autant plus que on n'a jamais fixé le ratio de temps de référent handicap par apprenant. Et du coup, ben, la submersion est en cours. Et c'est ce que vous sentez. Du coup, un autre inconvénient, c'est l'épuisement du référent handicap qui est très isolé dans sa mission. Il a une charge qui est importante, des responsabilités qui sont importantes, et il est un peu tout seul dans son truc parce qu'on n'a généralement pas 10 référents handicap dans la structure. Donc ça, c'était la première approche. Si on dit que le référent handicap est le référent de l'apprenant en situation de handicap. Maintenant, on se dit que on a une approche un peu différente et qu'on dit que le référent handicap est le référent de la mise en œuvre d'une politique d'inclusion, telle qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Dans ce cadre-là, on va penser le référent handicap comme l'interlocuteur en charge d'animer une démarche qui vise à favoriser l'accessibilité de l'organisme de formation à la grande diversité des apprenants. Et donc ça, c'est l'esprit de la loi de 2005 qui dit accessibilité à 100% des participants. Dans ces cas-là, sa mission, ça va être de faire exister la question de l'inclusion et de l'accessibilité dans la construction et la mise en œuvre du projet pédagogique, dès la base, le haut de l'entonnoir, hein, et de dire attention, est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça colle à notre grande diversité d'apprenants? Et du coup, comment on peut mettre en tension cette, cette question-là dans ce travail de conception pédagogique? Il va aussi faire exister la réflexion et le développement des compétences en termes d'accessibilité pédagogique. De quoi on a besoin pour pouvoir, comme compétence, pour pouvoir développer l'accessibilité pédagogique. Il va être soutien et il va mobiliser et il va être ressource des équipes pédagogiques dans la recherche de solutions. Il devient soutien et ressource des équipes pédagogiques. C'est pas lui qui résout le problème de l'apprenant, il soutient les équipes pédagogiques dans la recherche de solutions
pour rendre faisables les parcours des apprenants dans leur diversité. Il va soutenir l'accompagnement et la recherche de solutions en lien avec le parcours des apprenants en difficulté. Donc, il peut être force de proposition, développer l'imaginaire, etc., auprès des équipes pédagogiques. Et enfin, il développe, il diffuse et il assure les partenariats avec les dispositifs ressources. Ça, ce serait du coup la deuxième manière de voir le boulot de référent handicap. Et dans ce cadre-là, on pourrait refaire le même boulot entre avantages et inconvénients. Avantage, pareil, hein, c'est pas forcément exhaustif. J'ai mis ceux qui me paraissaient pertinents, hein. Le premier avantage, c'est que l'accompagnement repose sur un collectif pédagogique. Et ça veut dire que quand le référent handicap est pas là, on a quand même un collectif pédagogique qui est en mesure de soutenir. Et que le collectif pédagogique, ça veut dire que dans n'importe quel contexte de formation, que ce soit les cours en maths, les cours en pratique, les cours en enseignement professionnel, PSE, etc., et ben, on a un collectif pédagogique qui est en mesure de réfléchir à comment on peut rendre accessible le contenu. Ça va participer au développement de l'accessibilité pédagogique et la montée en compétence du collectif. On va avoir du coup des interlocuteurs qui ne sont plus stigmatisants pour les apprenants. Le référent de parcours accompagne toutes les questions, dont les adaptations du parcours. Et, euh, et ça devient intéressant parce que quand on disait ne pas, là vous dites, il faut, on nous incite en fait à ne plus aborder la question du handicap, mais plutôt la question des besoins. Bah, ça c'est super intéressant, c'est l'interlocuteur non stigmatisant. De quoi tu as besoin pour que ça se passe bien dans ton parcours? Qu'est-ce qui pourrait rendre faisable cet apprentissage-là? Ben ça, n'importe quel formateur peut poser cette question-là. Et n'importe quel formateur peut le mettre en réflexion avec les apprenants. Euh, et du coup, ben, n'importe quel formateur peut être ressource de l'apprenant pour trouver des solutions à ses difficultés. Avec au-dessus le référent handicap qui filerait un coup de main si on se casse la tête sur les pistes de solutions. On travaille au développement d'une responsabilité collective et d'une conscience collective de la démarche d'inclusion. Ça, c'est la loi de 2005. Ça coche les indicateurs Calliope. Et puis, on va renforcer le sentiment d'utilité, le sentiment de compétence de l'ensemble des équipes pédagogiques. Et on peut éviter des épuisements parce qu'on est tout seul à devoir faire face avec des apprenants divers et on trouve pas de manière de faire et on est en galère. Ça développe un collectif. Alors, c'est quoi les inconvénients ou du moins les freins? Parce que c'est pas si simple à mettre en place et c'est pour ça que ça a du mal à. C'est pas la manière première dont on imagine le mettre en place. Le premier truc, c'est que ça redéfinit les missions du référent handicap et ses moyens, du temps, de la méthodologie. C'est quoi la méthodologie qu'on met à sa disposition au référent handicap? Et puis, ça nécessite qu'on vérifie avec le référent handicap qu'il soit OK avec ce format de mission, parce que ça change un peu la donne dans la manière de faire. On n'est plus centré sur l'apprenant, on est centré sur l'équipe pédagogique. Et c'était peut-être pas la manière d'imaginer les choses. On va dans les freins possibles ou les inconvénients possibles, c'est que ça implique un engagement collectif à tous les niveaux de l'OF. Ça nécessite une mise en cohérence des actions. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des tensions et qu'il faut pouvoir les mettre en discussion pour essayer de trouver des résolutions de problèmes parce que ça, c'est pas simple. Et, et est-ce qu'on a envie d'en faire le problème de tout le monde? Du coup, ça nécessite une alliance de travail à ce sujet-là. Ça remet la pédagogie et les apprenants au centre de l'organisation. La conception, notre entonnoir de tout à l'heure, l'ingénierie pédagogique, elle va devenir centrale, la formation des pédagogues, des équipes pédagogiques, la recherche et le développement de comment on fait pour faire face à cette diversité et du coup s'ajuster. Et puis le dernier point, et qui n'est pas le moindre, parce que notre système est organisé autour de ça aujourd'hui, et ben quand on a cette approche-là, on tient moins compte des chiffres de TH puisqu'on inclut. Et du coup, ça a un effet financier parce que le suivi coût-contrat, il est moins. C'est pas la clé d'entrée. On va pas aller chercher les apprenants TH pour les compter et avoir le surcoût contrat. Et ça veut dire que l'ingénierie financière derrière, elle doit être repensée. Donc ça, c'est la deuxième manière de penser les choses.